On vous apporte toujours plus de clés aussi dans Intégral Placement avec cette question que vous nous posez assez régulièrement pour faire un investissement locatif. Comment convaincre votre banquier de vous prêter de l'argent? Oui, vous prêtez de l'argent pour faire un investissement. On va essayer de vous guider, vous apporter les bonnes solutions avec Jean-Marc Leprado, le président d'Enola. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bon, si j'ai un beau profil, je ne parle pas du profil du visage, je sais un profil de, heureusement parce que c'est pas gagné, un beau profil de candidat à l'achat pour faire un investissement locatif. Si j'ai un bon dossier, donc est-ce que c'est facile comme bonjour de convaincre mon banquier de me prêter de l'argent? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire facile comme bonjour, parce que c'est toujours forcément un tout petit peu compliqué. Si vous avez un très bon profil, ce qu'on appelle un bon profil bancaire, c'est-à-dire un contrat de travail à durée indéterminée, de très longue date, un bon revenu, de l'épargne, etc., la problématique va pas vraiment être d'obtenir le financement, mais plutôt d'obtenir les meilleures conditions de financement. Donc, raison pour laquelle je recommanderais nécessairement d'aller voir plusieurs banquiers, y compris quand on a ce bon profil-là. Est-ce qu'il faut absolument avoir un apport personnel conséquent pour faire un investissement et convaincre son banquier de prêter de l'argent pour un investissement locatif? Alors moi, je considère à titre personnel qu'il est nécessaire d'avoir de l'apport personnel, mais pas nécessairement affecté à l'opération. Je crois qu'il faut avoir du cash disponible. Voilà, il faut être capable de faire face aux aléas qui peuvent se produire au cours d'un investissement. Ce qui fait que où on a beaucoup d'argent et on a envie de consacrer de l'apport personnel, une partie de ses actifs financiers à les transformer en immobilier, tout va bien. Si on a très peu d'apport personnel, il faut en avoir nécessairement. Je crois qu'il ne faut pas faire d'investissement. Pour rassurer sa banque? Alors éventuellement pour rassurer sa banque, mais sincèrement c'est plus pour se rassurer soi-même. Parce que le banquier qui va exiger par exemple que vous fassiez un apport personnel qui consiste en l'essentiel de vos actifs financiers, si vous avez un problème 3 ans après et que vous allez le voir pour lui dire que vous avez un problème de trésorerie, il aura des difficultés à vous suivre à ce moment-là. Or il vous aura obligé à mettre votre argent, le peu d'argent que vous avez sur la table pour l'opération. Donc je pense que c'est un mauvais calcul. Avoir de l'argent disponible, et bien notamment pour rassurer le banquier. C'est pas pour ça qu'il faut l'affecter. Être fidèle à sa banque, est-ce que ça paye? Est-ce que je suis fidèle à ma banque depuis des années? Ma famille d'ailleurs est dans la même banque que moi. Est-ce que ça va me permettre d'obtenir un crédit à un meilleur taux pour financer un investissement locatif? Et je crains que non. Je crains que non. La fidélité ne payait pas, je vous l'ai déjà dit. La fidélité au banquier... On parle de banque. Bien sûr qu'on parle de banque. La fidélité au banquier n'est pas avérée de manière absolument évidente, elle n'est pas avérée. Si vous pouvez être client depuis 30 ans dans une banque, si vous tombez au mauvais moment, au moment où la banque n'a pas d'excellentes conditions, au moment où la banque n'a pas besoin de distribuer du crédit, vous aurez des conditions qui seront médiocres. Et on vous suivra éventuellement, mais vous aurez des conditions... Ça donne pas un petit plus quand même d'être fidèle à sa banque, ou d'avoir sa famille, sa mère, ses parents qui ont un gros patrimoine dans la même banque, se dire je vais quand même le fidéliser et lui donner un crédit, parce que sinon c'est toute la famille qui risque de s'en aller et de quitter, d'aller voir une autre agence bancaire? Pour être honnête, je le considère plus comme un outil de négociation pour peser sur la décision de la banque, plus que comme quelque chose qui va vous apporter spontanément les meilleures conditions. Alors il y a aussi, puisqu'on est vraiment dans le concret et dans les questions que les gens peuvent se poser au moment de passer à l'acte, le cas de ceux qui négocient avec leur banquier pour obtenir un crédit sur une résidence principale et qui, hop là, pendant la négociation, disent non, finalement, ce ne sera pas pour ma résidence principale, ce sera pour faire un investissement locatif. Dans ce cas-là, quelles conséquences ça a? La première conséquence plutôt positive, c'est que à partir du moment où on a lancé une opération en titre de résidence principale, le crédit est nécessairement plus facile à obtenir malgré tout. Quel que soit le dossier, c'est plus facile d'obtenir un prêt pour financer sa résidence principale qu'un investissement, particulièrement si on est locataire à l'heure actuelle. Et donc on peut mettre son banquier devant le fait accompli, à savoir lui faire croire que c'est pour financer une résidence principale et puis en cours de route lui dire non, en fait c'est pour un investissement locatif. Je ne peux pas cautionner le fait de c'est moralement la chose comme ça. Moralement, mais c'est légal. Mais il n'y a aucun problème, sauf si vous avez si vous obtenez des prêts à taux préférentiel, du taux zéro par exemple, où là vous avez une obligation que ce soit à titre de résidence principale. Un crédit classique, rien ne vous empêche, ça arrive d'ailleurs régulièrement. Vous achetez un bien en pensant en faire votre résidence principale et puis finalement on change rarement l'usage au dernier moment quand même. Mais écoutez, moi je l'ai vu à suffisamment de reprises pour le signaler et comme étant une possibilité qui ne pose aucun problème, technique. Bon, les gens confondent, les gens confondent souvent la résidence principale et l'investissement locatif. Il y a des gens qui se disent tiens, je vais acheter pour me loger. Et en cours de route, ils se disent non, je préfère me faire de l'investissement locatif. En fait, 3 mois après, ils ont rencontré quelqu'un où ils se sont séparés entre les deux, où il y a eu un événement de la vie où ils ont été mutés. Il y a eu un événement de la vie qui fait que finalement, revendre un bien ou ne pas l'acheter quand on est sur le point de l'acheter parce qu'il y a eu un événement, ça peut être un petit peu compliqué. On peut pas nécessairement sortir dans de bonnes conditions de l'opération. Donc on décide finalement de l'acheter et d'y mettre un locataire si le modèle. Et dans ce cas-là, c'est génial puisque vous avez déjà
convaincu votre banque de vous proposer un crédit et en plus, c'est le taux d'une résidence principale, donc c'est plutôt intéressant. Souvent, c'est quoi très concrètement, c'est quoi? C'est 0,15 souvent de plus quand on fait à peu près, je crois, en moyenne, quand on fait un investissement locatif plutôt que... J'ai du mal à parler de moyenne, je ne peux pas expérimenter une moyenne. C'est plus cher. Voilà. En général, c'est plus cher et un peu plus compliqué à obtenir. Donc voilà. Faire appel à un courtier, c'est vraiment nécessaire quand on voit les taux très bas. On est garanti, on est sûr d'avoir un taux bas aujourd'hui compte tenu du niveau de marché, non? On n'a plus besoin des courtiers, si? Oui, je fais pas de l'appel aux courtiers, une pierre angulaire du financement immobilier. Si vous avez un courtier qui est extrêmement performant, qui est très punchy, il peut potentiellement vous obtenir des conditions. Attention aux frais, il y a des courtiers qui facturent vraiment des frais extrêmement importants pour finalement vous faire gagner un 10 points de base ou 20 points de base sur le taux et finalement vous ne vous y retrouvez pas nécessairement. Si j'ai un dossier ric-rac pour le coup, pas forcément très attractif pour une banque, comment ça se passe? Comment j'arrive à négocier le financement d'un investissement locatif? Alors là, pour le coup, effectivement, on est vraiment dans le cœur du problème. Si vous avez un dossier qui est un petit peu tendu sur le plan du revenu, c'est nécessairement un petit peu plus compliqué. Quelques conseils de base, bien préparer sa négociation bancaire en allant voir des banquiers avant même de lancer l'opération, de manière à déjà avoir un panel de quelques banquiers qui sont susceptibles de suivre, de manière à pas perdre trop de temps avec des banquiers qui finalement vous diront non parce que c'est pas dans le manuel de l'analyste de crédit de la banque de faire ce type de financement. Donc d'abord préparer. Ensuite, venir avec un dossier extrêmement complet le jour J. Extrêmement complet, c'est à titre personnel, avoir un compte nickel. Voilà, il y a des dépenses, par exemple, qui figurent sur les relevés de compte, qui vont être des clignotants très importants pour un banquier. Si vous êtes... Un compte nickel, c'est pas forcément un compte nickel, au sens dans les bureaux de tabac. Attention, parce qu'il peut y avoir confusion. Un compte nickel, propre, quoi. Un compte très propre, sur lequel vous n'avez pas de découvert en compte, sur lequel vous n'avez pas de facturation d'incident de paiement, sur lequel, par exemple, vous n'avez pas ou peu de jeux en ligne. Les joueurs en ligne sont très, très mal vus des banquiers. Donc, ah bon? Oui, c'est un clignotant très important pour un banquier. Donc, évitez ce genre d'opération là sur votre compte de dépôt. Donc avoir un compte qui fonctionne bien. Ensuite, avoir un dossier tout à fait complet, tant sur les justificatifs qui seront demandés par la banque immédiatement, que sur l'opération en elle-même. S'il s'agit d'un investissement à usage locatif, ne pas dire au banquier simplement je vais encaisser 500 ou 1000 euros de loyer, mais venir avec des annonces ou avec des attestations d'agences immobilières qui vont réellement évaluer le bien. Avoir un plan de trésorerie prévisionnel, de manière à ce que le banquier voit que même si vous êtes ric-rac sur le plan de la trésorerie, vous avez fait la démarche nécessaire pour le rassurer en termes de gestion ultérieure. Voilà quelques clés pour trouver le meilleur crédit possible pour un investissement locatif, quelle que soit la qualité de votre dossier. C'est Jean-Marc Le Prado, le président d'Enola, régulièrement à nos côtés. Merci Jean-Marc. Merci. Et Marie, qu'on retrouve tous les matins. À demain. À demain.